Bien, bonjour à tous et à toutes. Avant toute chose, j'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches. J'espère que vous gardez le moral et que vous arrivez encore à trouver un peu de temps et de motivation pour étudier. Au premier semestre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, enfin au début du semestre, je vous avais dit qu'on allait pas mal bouger avec ce cours de littérature du XVIIIe siècle, puisqu'il était prévu qu'on visite à peu près tous les amphithéâtres de l'université. Néanmoins, je ne pensais pas que ça irait jusqu'à devoir faire cours dans mon salon, avec entouré de mon butternut, mes tasses de thé, de café, etc. C'est une situation un peu absurde et c'est aussi une première. On va voir ce que donne cette expérience. De votre côté, je pense que ça vous demandera un peu plus de travail que simplement lire un PDF. Néanmoins, je pense aussi que le format vidéo et PowerPoint restera mis en mémoire et puis vous encouragera peut-être un peu plus à retravailler ces cours malgré le contexte difficile. De toute façon, vous me direz ce que vous préférez. Si vous préférez revenir au PDF, pas de problème, on fera ça pour les derniers cours. Bon, pour cet essai aujourd'hui, j'ai choisi un cours qui vient conclure la troisième séquence, qui était consacrée aux innovations esthétiques du XVIIIe siècle. On a déjà vu plusieurs cours, enfin en tout cas c'était dans les documents PDF, j'espère que vous les avez lus. Et donc aujourd'hui on va terminer cette séquence, qui n'est pas forcément la plus passionnante, mais qui est nécessaire dans des études de lettres. Et aujourd'hui le but c'est de découvrir les principaux courants de cette période et de ce siècle, les courants esthétiques et puis quelques notions de genre littéraire. Auparavant, je voudrais faire un retour sur le document de cours précédent qui contenait un exercice, une série d'exercices. Si vous ne les avez pas faits, mettez en pause cette vidéo et allez télécharger sur Eprel le cours de la semaine précédente pour y réfléchir un peu avant de voir les solutions. La première question que je vous proposais, c'était à partir de la page de titre de l'encyclopédie. Donc vous voyez, encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Bon, je vous avais parlé un peu dans le document précédent des deux termes, encyclopédie et dictionnaire. Dictionnaire parce que c'est par ordre alphabétique, encyclopédie parce qu'il y a un arbre des connaissances. La question que je vous posais, c'était sur la signature, la Société des gens de lettres. Je vous demandais à quoi ça vous faisait penser, quelle était la référence qui était cachée derrière cette signature collective que les auteurs emploient pour l'encyclopédie. Donc la réponse que j'attendais, c'est que cette Société des gens de lettres, ça ressemble beaucoup à la République des lettres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette notion, on l'avait vu dans le cours sur la littérature et la science. Donc la République des lettres, c'est vraiment une notion très très importante pour le XVIIIe siècle, mais aussi pour comprendre la société actuelle. C'est une sorte d'utopie intellectuelle et politique. C'est l'ensemble des intellectuels du XVIIIe siècle qui s'échangent des lettres, qui correspondent entre eux, et qui, du coup, s'imaginent être les citoyens d'un même État. Dans le cours sur la littérature et les sciences, je vous avais donné une citation qui définissait cette République des lettres, en disant qu'elle était une sorte d'État à l'intérieur des États, disséminé à travers tous les autres États. Je vous en donne ici une autre, aussi de l'époque, pour compléter. Donc de l'abbé Arnaud, nous regardons les gens de lettres sans aucune distinction, comme citoyens d'une seule et même République des lettres, dont tous les membres sont égaux, et où il n'est permis à personne d'affecter la tyrannie. Bon, cette notion-là est très très importante, essayez de vous en souvenir si vous ne l'avez pas encore retenue. Alors pourquoi elle est importante? Je dirais pour deux raisons. D'abord, parce que ça reste une utopie qui est valable pour un certain nombre d'intellectuels aujourd'hui. Il y a plusieurs chercheurs, ou penseurs plutôt, qui essayent de reconstituer une telle République des lettres. Par exemple, je vous encourage à aller voir sur Internet le site de la République des idées. C'est un site, mais c'est aussi des éditeurs, et qui ont un peu cette idée de reconstituer une sorte de République des lettres actuelle. Donc si vous voulez, c'est encore quelque chose qui fait rêver les gens. La deuxième raison pour laquelle cette République des lettres est assez importante, c'est qu'on peut considérer que c'est une sorte de prémisse d'une certaine Union européenne, mais une Union européenne qui ne serait pas fondée sur l'économie ou sur l'union militaire, mais sur la culture. C'est ce que dit ici le critique Marc Fumaroli. Je
Je vous laisse lire ces citations. Donc ça serait une sorte d'Union européenne, une sorte de début de l'Union européenne. Néanmoins, je vous mets un peu en garde contre un biais de la part des historiens français qui ont un peu tendance à surévaluer l'importance de cette République des lettres, et pour des raisons un petit peu patriotiques, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la langue qui était utilisée dans la République des lettres, c'était le français, c'est-à-dire que le français avait un peu le même rôle que l'anglais aujourd'hui, dans les institutions internationales. Et donc, parmi les historiens qui travaillent sur cette institution, il y en a beaucoup qui sont un peu nostalgiques de cette grandeur française, vous voyez un peu le genre. Donc peut-être que les historiens français ont un peu tendance à surévaluer l'importance de la République des lettres, par exemple, dans la construction européenne. Il n'empêche que c'est quand même une notion importante et que je vous demande de retenir autant que possible. La deuxième question que je vous posais portait sur cette définition qu'on trouve dans l'encyclopédie. Donc, étripé, manège, c'est-à-dire en termes d'équitation, enfin, pour s'occuper des animaux. MOBA, terme proscrit qui ne devrait pas trouver une place dans cet ouvrage. C'est pour cette raison que je renvoie le lecteur qui en désira une explication au dictionnaire de Trévoux. Bon, drôle de définition. Je ne sais pas si vous avez... comment vous l'avez interprété. Donc, ce qu'on pouvait quand même souligner, c'était cette pique envoyée au dictionnaire de Trévoux. Je vous rappelle, le dictionnaire de Trévoux, c'est une source de l'encyclopédie, c'est-à-dire qu'ils reprennent des passages dans leur texte, mais c'est aussi, on l'a vu à maintes reprises, à plusieurs reprises, c'est aussi la cible de l'encyclopédie, la cible préférée de l'encyclopédie. Pourquoi est-ce que l'encyclopédie s'en prend à ce dictionnaire? Là encore, c'est des rappels, mais je rabâche un peu. Dictionnaire de Trévoux, Trévoux, ce n'est pas une personne, hein. Trévoux, c'est le nom d'un lieu, le nom d'une abbaye, et donc c'était un dictionnaire qui était édité par un ensemble de moines catholiques assez extrémistes. Et donc c'est pour cela que l'encyclopédie va essayer de s'attaquer à ce dictionnaire-là, puisque les encyclopédies sont plutôt contre le fanatisme religieux et défendent plutôt le déisme. Je vous renvoie au cours sur la religion. Et donc ici, l'attaque prend la forme d'un sous-entendu que le dictionnaire de Trévoux contient des termes familiers ou injurieux. C'est une attaque qu'on retrouve dans l'autre définition du même auteur. L'auteur de ces articles, c'est Claude Bourgelat. Donc dans la définition du mot étrivière, là encore un terme technique d'équitation ou pour s'occuper des chevaux. Et cette définition se termine par ces mots. Donc elle commence par une attaque au dictionnaire de Trévoux, puis elle se termine par ces mots. Cette observation très importante et très digne d'être transmise à la postérité par la voie de leur ouvrage. Et donc je vous demandais dans mon petit exercice, comment est-ce qu'on pouvait analyser cette définition, ou en tout cas cette phrase. Bon, j'espère que vous avez bien perçu que c'était une phrase ironique. Okay. Et ensuite, une fois qu'on a vu ça, on peut analyser l'ironie de deux façons. Là encore, on l'a vu plusieurs fois, mais je le répète. Donc la façon que vous aviez vue au lycée, c'est de considérer que l'ironie, ça consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. Là, c'est bien ce qu'il fait. L'auteur trouve que la définition qu'il donne après, donc c'est un exemple qui est donné par le dictionnaire de Trévoux, à la poste aux ânes de Montreux, il n'y a que des étrivières de cordes, donc une phrase complètement sans intérêt. Il trouve que c'est une phrase stupide, mais il dit c'est une phrase très importante, tout en faisant comprendre qu'en fait il pense exactement l'inverse. Donc dire le contraire de ce qu'on pense, ça c'était la définition que vous aviez de l'ironie au lycée. Et donc ce que je vous proposais dans mon cours, c'est de remplacer cette définition, ou en tout cas de l'améliorer par une autre analyse, qui consiste à dire que l'ironie, c'est comme si on citait des paroles de quelqu'un dont on voudrait se moquer. Ici, en fait, l'auteur cite les paroles d'un personnage imaginaire qui serait admiratif devant le dictionnaire de Trévoux, et il se moque de ce personnage. Donc ça voudrait dire dans ce cas que l'ironie serait une forme de parole rapportée, de dialogisme, et qui vise la personne dont on rapporte les paroles. Voilà, j'espère que c'est clair. Je l'avais dit plusieurs fois, on reverra peut-être encore. Essayez de garder ça en mémoire. Voilà pour ces exercices. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser par mail ou sur le forum de EPREL.
Comme ici le cours est un peu en sens unique, je vous propose de passer sans attendre au cours proprement dit. Donc un cours qui porte sur les courants esthétiques du XVIIIe siècle. Je commencerai par une petite introduction. Donc vous voyez que j'ai fait une sorte de nuage de mots avec des couleurs pour que ce soit un peu flashy. Tous ces mots-là, classicisme, nouveau roman, modernisme, réalisme, romantisme, etc., c'est des mots qui reviennent très souvent dans les études littéraires, et ce sont des mots qui désignent des courants esthétiques. Alors, certes, ces courants esthétiques sont utiles pédagogiquement parce qu'ils permettent de baliser un peu l'histoire de l'art, de donner des grands repères en formant des groupes d'auteurs qui se ressemblent. Néanmoins, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas non plus complètement exacts, parce que personne ne se met à sa table de travail en se disant « Tiens, je vais écrire une petite œuvre baroque, ou alors tiens, je vais faire un roman classique. » En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les auteurs ne s'inscrivent jamais entièrement dans ces courants littéraires. Par exemple, au premier semestre, on avait vu Balzac. Balzac, bon, on va dire tout de suite, c'est un auteur réaliste. Le problème, c'est que, par exemple, dans La Duchesse de Langeais, on avait vu que la part prise par l'amour, la religion, la musique, en faisait un auteur qu'on pouvait aussi qualifier de romantique. De la même façon, son usage des maximes ou des vérités générales le rapproche des auteurs classiques. Donc, si vous voulez, c'est assez difficile d'utiliser en pratique ces courants littéraires-là. Ils sont plus faits pour baliser un peu l'histoire de l'art, mais ne sont pas très très utiles dans l'analyse très précise des textes. Donc, on va voir les grands courants du XVIIIe siècle. C'est un passage un peu obligé dans un cours panoramique comme ça, mais gardez en tête que c'est aussi une approche peut-être un peu vieillie de la littérature, et en tout cas qui n'est pas forcément toujours pertinente pour analyser les textes. Bon. Pour le XVIIIe siècle, on va dire que j'ai retenu 3 courants principaux qui sont importants à connaître. Ce qu'il faut noter tout de suite, c'est que les 3 n'ont pas du tout la même importance. Celui que vous pouvez vraiment retenir, c'est le premier, le rococo, on va voir ce que c'est. Et les 2 autres, je vous les donne principalement pour information, mais en réalité, on pourrait s'en passer. Donc rococo, néoclassicisme et pré-romantisme. Donc je commence par le plus important, c'est celui sur lequel je vais insister, et puis les autres on les verra plus tard. Alors, le rococo, qu'est-ce que c'est? Donc première chose, pour le situer un peu dans l'histoire, on peut dire que c'est un prolongement du courant esthétique baroque. Je vous renvoie là au cours du XVIIe siècle où vous en avez forcément un peu entendu parler. Pour résumer en quelques mots, le baroque, c'est une esthétique qui est fondée sur le foisonnement, l'utilisation des détails, et aussi une certaine conception de la vie humaine liée à l'illusion et au théâtre. Les auteurs baroques pensent que la vie n'est qu'un songe, pour reprendre le titre d'un de leurs ouvrages. En fait, ils pensent que tout le monde joue des rôles, toutes les personnes sont des acteurs de théâtre, et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réalité derrière ces masques. Si vous enlevez un masque à quelqu'un, derrière ce masque, vous allez trouver juste un autre masque, et comme ça, tout le monde n'est qu'une sorte d'illusion où l'apparence ne correspond jamais exactement à l'être. Donc ça, c'est l'esthétique baroque, et c'est une esthétique qui peut être assez sombre au XVIIe siècle. Notamment, il y a toute une réflexion sur la mort, sur la vanité des choses. Donc c'est une esthétique assez sombre. Le rococo, on va pouvoir dire que c'est une version heureuse du baroque. Il va reprendre certains éléments du baroque, comme le foisonnement des détails, mais en proposant une version tout à fait heureuse et joyeuse. Le terme même de rococo est un peu intriguant. Rococo, c'est un peu bizarre comme terme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, c'est une sorte d'insulte, ou en tout cas c'est un terme à charge. Et alors, finalement, c'est presque toujours le cas des courants esthétiques. Presque tous les courants esthétiques portent un nom qui était au départ fait pour attaquer des artistes. Et en fait, ces artistes reprennent ce nom-là en l'assumant. C'est le cas de baroque. Au début, baroque, c'est une perle qui est mal faite. Et donc, on accusait des gens d'être baroque, et ils ont dit très très bien, oui, vous m'accusez de baroque, eh bien oui, je suis baroque, effectivement. Ça a été pareil pour l'impressionnisme, pour le réalisme. Le réalisme, au début, c'est vraiment un terme qu'on envoie à la tête de l'adversaire. Par exemple, l'écrivain catholique Barbé d'Aurevilly dit des réalistes, enfin dit
à cette phrase-là, le cochon est un réaliste à quatre pattes. Sous-entendu, les auteurs comme Zola ou Balzac sont des écrivains qui écrivent dans la boue. Donc pour lui, le terme réaliste est vraiment une insulte. Et en fait, les auteurs vont s'emparer de ce terme qu'on leur envoie et vont finir par l'assumer à partir de Courbet. Donc c'est presque toujours le cas finalement que les noms des courants esthétiques sont au départ péjoratifs puis deviennent positifs. Et c'est bien le cas avec Rococo. Je vous ai donné cette définition que j'ai reprise dans un dictionnaire. Je vous la laisse lire un peu en détail, puisqu'elle explique très bien ce que j'essaie de vous dire. Donc, avec cette définition, vous allez voir que finalement le terme a été accepté après coup. Il a été inventé même et accepté bien après la période. Et au départ, il a un terme très péjoratif. Finalement, il est presque synonyme de vieillot, ou aujourd'hui on pourrait dire vintage, ou quelque chose comme ça. Et puis petit à petit, il va prendre un terme plus positif. Il va finir par décrire l'art du XVIIIe siècle. J'ouvre juste une parenthèse, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, je crois pas. Cette notice sur le mot rococo, je l'ai tirée d'un dictionnaire qui est très utile dans les études littéraires. C'est le grand dictionnaire historique de la langue française de Alain Rey, aux éditions Le Robert. Bon, c'est un dictionnaire que vous trouverez à la bibliothèque de l'UPEC si vous en avez besoin, ou sinon, si vous êtes un fanatique d'étymologie, vous pouvez l'acheter. C'est un dictionnaire étymologique et qui donne l'histoire de chaque mot. C'est vraiment une mine d'or très utile pour les études littéraires, mais aussi dans la vie de tous les jours. Moi, je trouve ça très intéressant, l'histoire des mots. Puis ça permet de briller en société en donnant l'étymologie de mots de l'actualité. Bon, par exemple, juste pour vous donner un exemple, je suis allé chercher l'étymologie du mot épidémie, et on apprend que, par exemple, l'épidémie est fait sur la même racine que démocratie, ce qui est un peu étonnant et un peu amusant aussi de voir. Donc vraiment, je vous encourage à aller utiliser ce dictionnaire lorsque les bibliothèques seront réouvertes. On apprend vraiment beaucoup de choses et c'est très utile dans les études littéraires. Bon, je reviens à mon rococo. Le dernier point que je voulais dire pour cette première approche assez générale, c'est que le rococo va former, on peut dire, l'identité du XVIIIe siècle. En fait, c'est à lui qu'on va penser lorsque l'on veut faire XVIIIe siècle, par exemple, lorsque dans des films, on veut représenter le XVIIIe siècle, ou dans des pièces de théâtre, quand on veut faire une ambiance XVIIIe siècle, eh bien, on va penser avant tout au rococo. Et je vous avais déjà donné cet exemple de mise en scène du mariage de Figaro, avec un décor qui utilise des tons pastels, de la nature. On va voir que ce sont des caractéristiques du rococo. Donc finalement, c'est un peu devenu une sorte d'identité visuelle du XVIIIe siècle. Bon, on entre un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que c'est que les caractéristiques vraiment de manière précise de ce courant esthétique rococo? Pour essayer de vous les illustrer, je vais partir de Tableau de Fragonard, un peintre que je vous avais déjà présenté au cours des séances qu'on avait fait en présentiel. Donc par exemple ce tableau. Alors première chose qu'on peut noter de l'esthétique rococo, c'est les thèmes qui sont choisis par les auteurs. Ce sont souvent des thèmes qui ont un rapport avec le jeu, le désir, la galanterie, la frivolité. Donc des choses assez plaisantes où les personnages s'amusent, des représentations de la joie et du désir. Je vous renvoie à ce sujet aux courses que j'avais fait sur la littérature et la philosophie, où l'on avait parlé de la sensibilité. Vous verrez que c'est quelque chose qui est très important dans la littérature du XVIIIe siècle, et donc on peut rattacher à l'esthétique rococo. Une caractéristique cette fois-ci plus formelle, c'est que dans les œuvres rococo, très souvent le sujet principal du tableau ou du texte est un peu éclipsé par tout ce qu'il y a autour. C'est des tableaux qui sont un peu surchargés, et où là par exemple, vous voyez que dans le tableau de Fragonard, le personnage principal, donc qui joue à Colin Maillard, est entouré d'énormément d'objets, de personnages, de décors, de végétation, et que finalement cette bordure, cet ornement, l'emporte un petit peu sur le sujet principal. Donc c'est en cela que le rococo prend la suite du baroque, puisqu'on retrouve cette idée de foisonnement, etc.
Et en littérature, on va le voir un peu après, mais finalement ça prend la forme de digression. On va quitter le sujet principal du livre pour aller expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Voilà. Donc, autre exemple, pour vous montrer, là aussi vous avez la scène principale du tableau qui est un peu noyée dans la nature, qui est même représentée de manière très petite à l'intérieur du tableau. Ou bien un dernier exemple, un tableau très très célèbre de Fragonard, La Balançoire, où les personnages là aussi sont noyés dans un décor de nature très large. Bon, si je continue sur les caractéristiques, autre caractéristique du rococo, c'est l'utilisation d'humour. Et les peintres ou les écrivains rococo ne vont pas essayer de représenter une sorte de beauté idéale, ils ne vont pas représenter la Vénus de Milo ou des choses comme ça. Leur but, c'est plutôt de plaire et de séduire. C'est pour ça qu'ils choisissent des sujets qui sont un peu affriolants, des sujets plaisants, amusants, une écriture rapide, enjouée, etc. Voilà, leur but, c'est vraiment de plaire et de capter l'attention par tous les moyens. Et puis quelques caractéristiques propres à la peinture, donc qui ne sont pas directement utiles pour comprendre la littérature, mais que je vous donne aussi pour la culture générale, c'est que dans le rococo, d'abord il y a un nuancier de couleurs qui est un peu particulier. On a très souvent des couleurs pastel, du rose, du bleu, du vert. Je vous encourage à aller voir un peu les peintres de la période sur internet. Donc vous avez Fragonard, vous pouvez aller voir François Boucher, bien Antoine Watteau, W-A-2-T-E-A-U. Vous verrez que c'est toujours un peu les mêmes couleurs qui reviennent, et puis les mêmes thèmes aussi. Bon, par ailleurs, le rococo utilise souvent des formes asymétriques, enfin des compositions asymétriques plutôt, et puis accorde une très grande place à la nature. Donc voilà pour les caractéristiques principales du rococo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un courant esthétique qui est avant tout défini à propos de la peinture et des arts décoratifs, c'est-à-dire les meubles, les habits, les papiers peints, la tapisserie, etc. La question, c'est donc, est-ce qu'on peut utiliser ce courant esthétique pour essayer de comprendre la littérature? Et en fait, c'est une transposition qui a été proposée par un critique qui s'appelle Roger Laufer dans un essai qui s'appelle Le style rococo. Alors l'idée de Roger Laufer, c'est qu'on a une vision un peu trop sérieuse des Lumières. Pour nous, les Lumières, c'est des textes de philosophes qui parlent de la raison, qui traitent de trucs très très sérieux comme l'esclavage, la liberté, etc. Roger Laufer dit d'accord, ça c'est tout à fait vrai, mais en même temps, ça a tendance à éclipser un petit peu le fait que tous ces auteurs sont aussi très drôles, très frivoles, ils s'amusent dans leur ouvrage, ils font des blagues, des mots d'esprit. Vous voyez que les Lettres aux personnes, c'est pas spécialement très très sérieux comme roman. Et donc, pour décrire cette part un petit peu sous-estimée des Lumières, Roger Laufer va chercher le terme rococo dans l'analyse de la peinture, et il va l'appliquer à des romans comme Les Lettres persanes. Voilà, donc il fait une transposition du terme de la peinture à la littérature. Vous voyez que c'est une approche qui est quand même un peu vieillie, 1963, c'est pas non plus de la recherche très, très récente, mais ça reste utile en explication de texte. Si vous voyez une caractéristique qui vous semble propre au rococo, vous pouvez tout à fait l'utiliser, ce sera très bienvenu. Donc quelles sont ces caractéristiques rococo? C'est un peu les mêmes qu'on a vues pour la peinture, je les remets pour la littérature. Première caractéristique assez simple, c'est la question de l'humour, des mots d'esprit, de la frivolité. J'insiste sur le fait que ça doit être un humour léger, sur des thèmes légers. Par exemple, le monologue de Figaro, qu'on avait étudié dans un cours, il contient des traits d'humour, des mots d'esprit, mais en revanche, il porte sur des thèmes très très graves, sur la critique des nobles, la défense de la liberté d'expression. Voilà, donc là, c'est pas du tout du style rococo. Dès qu'on est sur des sujets un peu graves, un peu pesants, on va pas utiliser le terme. En revanche, lorsque vous avez des passages humoristiques, comme par exemple celui-ci des Lettres persanes, donc dans la lettre 55, les Français ne parlent presque jamais de leurs femmes. C'est qu'ils ont peur d'en parler devant des gens qui les connaissent mieux qu'eux. Donc,
passage humoristique qu'on peut tout à fait assimiler au style rococo pour plusieurs raisons. D'abord à cause du sujet frivole, du sujet léger, qui a un rapport avec la galanterie, avec l'amour. Là, en fait, ce que sous-entend la phrase, c'est que les femmes françaises trompent leur mari. Et c'est pour ça que leurs maris ont peur d'aller parler à des gens qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ont peur de tomber sur l'amant de leur femme. Et en fait, donc le sujet en lui-même est un peu rococo, et puis il y a aussi la façon de le dire, de façon un peu humoristique, un petit peu pince sans rire comme ça, ironique, qu'on peut tout à fait rattacher à ce courant esthétique. Deuxième caractéristique qu'on peut assimiler au rococo, c'est le goût des digressions, qui correspond en peinture à cette surcharge des bordures. Et puis, autre caractéristique, c'est une certaine désinvolture par rapport aux règles d'écriture. Les auteurs rococo s'amusent un peu avec les codes de l'écriture et de leur genre. Je vous en donne deux exemples pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner comme type d'œuvre. Donc le premier exemple, c'est Jacques le Fataliste et son maître de Diderot. Donc c'est un roman qui est plein de digressions. Et en fait, c'est un roman qui se moque très largement des codes du roman. Je vous avais déjà cité l'Incipit qui est très célèbre au premier semestre. Donc je le redis pour que vous voyez. Comment s'était-il rencontré? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il? Et que vous importe? D'où venait-il? Du lieu le plus prochain. Où allait-il? Est-ce que l'on sait où l'on va? Que disait-il? Le maître ne disait rien, et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. Donc vous voyez une incipit qui se moque en fait des débuts classiques d'ouverture des romans, avec un lecteur qui essaie de savoir tout ce qu'on apprend normalement dans un début de roman, et Diderot qui lui dit que tout ce qu'il attend de trouver en fait est inutile. Donc ce type d'œuvre, qui est plein de digressions, qui se moque des codes même de l'écriture, on peut appeler ça une œuvre rococo. Puis deuxième exemple, je vous en avais déjà parlé dans le premier cours sur la Révolution, c'est Le voyage autour de ma chambre de Xavier de Metz, donc j'ai mis le livre là. C'est un très très bon livre, et que je vous recommande en temps de confinement, puisque l'histoire est tout à fait adaptée à la situation actuelle. Donc en fait, c'est l'histoire d'un personnage qui est enfermé dans sa chambre, pour une raison parce qu'il a voulu se battre en duel, et donc il est emprisonné en fait. Et donc pour passer le temps, il va décider de faire un voyage, malgré l'emprisonnement, et donc il va faire le voyage autour de sa chambre, en allant de son lit à son bureau, de son bureau à sa fenêtre, et tout ça est écrit comme si c'était un grand récit de voyage, une sorte de parodie des récits de voyage. Et alors on peut dire que c'est un roman rococo pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est rempli de digressions, et puis parce qu'il y a des jeux un peu typographiques. Donc par exemple, regardez ce chapitre, j'essaie de viser la caméra. Il y a des chapitres comme ça avec juste des points de suspension, puis un mot, ou alors chapitre suivant, un chapitre avec 2 lignes. Donc c'est vraiment un roman qui s'amuse avec l'écriture, c'est pas du tout un roman qui se prétend sérieux. Donc par exemple le chapitre avec tous les points de suspension, c'est parce que l'auteur se souvient d'une aventure amoureuse et donc il reste extrêmement pudique sur ce qu'il a vécu. Donc voilà, là encore, un exemple d'œuvre rococo. Donc voilà pour le rococo, j'espère que c'est clair. Enfin bon, je pose des questions, mais en même temps, vous ne pouvez pas me répondre, donc ça va être vite vu. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des doutes ou des questions sur ce que je dis. Je passe aux deux autres courants qui sont beaucoup plus anecdotiques. Alors le deuxième courant important, c'est le néoclassicisme. Mais il est beaucoup moins important que le rococo, donc éventuellement, c'est moins grave si vous ne le retenez pas. Bon, la première chose qu'on peut dire, et c'est marqué dans son nom, c'est que le néoclassicisme, c'est la suite de l'esthétique classique. Là encore, je vous renvoie au cours au XVIIe siècle. Pour le dire en 2 mots, l'esthétique classique, c'est tout ce qui est pur, parfait. Donc on a le respect des règles, les 3 unités au théâtre, une langue la plus pure possible, la symétrie, une recherche de la beauté idéale, etc.
La différence qu'on peut établir entre le classicisme et le néoclassicisme, elle est assez légère. C'est finalement plus une question d'époque. Néanmoins, on peut peut-être dire que dans le néoclassicisme, il y a un certain regain d'intérêt pour l'Antiquité, et qui est lié en fait au contexte historique. Pendant le XVIIIe siècle, on va découvrir un certain nombre de villes archéologiques romaines, par exemple Herculanum. Et ces découvertes qui font un peu l'actualité euh, redorent un peu l'image de l'Antiquité dans les arts. Si vous voulez avoir des exemples vraiment typiques, par exemple d'architecture néoclassique, vous pouvez penser à la Maison Blanche aux États-Unis ou au Congrès américain aux États-Unis aussi. Vous voyez ces bâtiments un peu blancs avec des colonnes et qui se veulent une sorte d'imitation du style classique. En littérature, qu'est-ce que ça donne? Donc on peut penser par exemple à la Henriade de Voltaire, qui est une sorte d'imitation de l'Énéide de Virgile. Voltaire veut faire pour la France ce que Virgile a fait pour l'Italie, c'est-à-dire une sorte de grande épopée nationale. On peut penser aux tragédies de Voltaire, ou bien aux poésies de André Chénier. Voilà. Bon, c'est pas forcément des œuvres majeures du XVIIIe siècle, mais gardez en tête que ça existe. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et j'en viens donc au troisième courant. Alors là, j'ai directement mis un petit encart rouge. Attention à ce terme de pré-romantisme. C'est un terme qui est assez contesté, en fait, assez contestable tout court. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser, hein, n'hésitez pas à le faire en explication de texte. Néanmoins, chaque fois que vous l'utilisez, vous devez dire que vous avez conscience de ses faiblesses. Et en fait, sa principale faiblesse, elle est très simple à comprendre, c'est que c'est une lecture rétrospective du XVIIIe siècle. C'est en gros, on dit le XVIIIe siècle prépare le romantisme au XIXe siècle. Sauf que, évidemment, c'est une vision un petit peu inversée, puisque les auteurs du XVIIIe siècle ne pensaient pas préparer ce qui suivait. Hein, eux, ils écrivaient dans leur époque, ils disaient pas on est en train d'inventer le romantisme. Donc, faites attention à cet effet un petit peu de biais, et à chaque fois que vous utilisez le terme pré-romantisme, soyez bien prudent à montrer que vous avez conscience des limites de ce terme. Bon, les caractéristiques du pré-romantisme, elles sont très simples, c'est les mêmes que le romantisme au XIXe siècle. Donc c'est l'importance de la nature, de la contemplation, des personnages qui vont aller se promener en forêt, contempler des cascades, des choses comme ça. Et puis il y a l'importance du sentiment et de la sensibilité, contre en particulier la raison. 3 exemples d'œuvres un peu célèbres qu'on peut dire pré-romantiques. Les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, qui contiennent d'ailleurs le terme romantique dans l'une de ses premières occurrences. Donc, les rêveries du promeneur solitaire, c'est Rousseau qui considère qu'il a été rejeté par la société. C'est un texte de vieillesse, hein, c'est l'un de ses derniers textes. Et donc, il va se promener dans la nature en faisant de la botanique et puis en réfléchissant sur la société et puis sur ses malheurs. On retrouve là des sortes d'harmonie entre le personnage et le paysage qui sont assez typiques des textes romantiques, et puis une attention à la nature assez classique de ce courant. Deuxième type, c'est Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Cette histoire d'amour impossible entre deux enfants dans un cadre naturel. On retrouve l'importance du sentiment, l'influence des paysages sur les personnages. Voilà. Et puis un dernier texte beaucoup moins connu, qui est Mon bonnet de nuit de Mercier. C'est un recueil de pensées sur la nature et puis sur les mécanismes de l'esprit. Voilà pour le pré-romantisme, et voilà pour les 3 courants esthétiques que je voulais aborder pour le XVIIIe siècle. Pour conclure un petit peu ce cours, enfin pour la dernière partie de ce cours, je voudrais aborder maintenant 2 débats artistiques, ou 2 points à connaître pour comprendre la littérature du XVIIIe siècle. Alors, le premier et la plus importante, c'est ce qu'on appelle la seconde querelle des anciens et des modernes. Bon, la querelle des anciens et des modernes, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'histoire de l'art,
et c'est quelque chose qui se passe au XVIIe siècle, donc je vous renvoie au cours de Monsieur Garrotté. C'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître parce que ça a eu énormément d'influence dans l'art. Par exemple, aujourd'hui, l'art, c'est quelque chose où on va essayer d'être original à tout prix. Et bien ça, c'est quelque chose qui n'existe que à cause de cette querelle. Je vous rappelle très rapidement les enjeux, juste pour vous les remettre en mémoire. Donc, au XVIIe siècle, il y a deux blocs qui s'affrontent, deux groupes d'auteurs. D'un côté, les anciens, de l'autre, les modernes. Donc, les anciens estiment qu'on ne peut pas faire aussi bien que Homère, Virgile, Ovide. Pour eux, c'est des auteurs qui sont indépassables. Et donc, les partisans des anciens ne croient pas au progrès dans l'art. Ils ne pensent pas qu'on peut surpasser l'Antiquité. Et par conséquent, puisqu'ils jugent que, par exemple, Homère est un auteur complètement indépassable, ils vont dire la seule chose qu'il nous reste pour faire de l'art, c'est d'imiter ce qu'ont fait les anciens. Et en fait, par l'imitation, on va réussir à imposer notre propre style. L'idée générale, si vous voulez, c'est que, comme dit La Bruyère, tout a été dit, tout a déjà été traité, donc on ne peut pas innover dans les sujets. En revanche, on peut innover dans les manières de dire. Et donc, par exemple, La Fontaine, qui fait partie des anciens, va reprendre des fables qui existent déjà, type Le Renard et le Corbeau, et il va les réécrire à sa façon, et en fait, tout son apport tient dans le style. C'est pas du tout dans les sujets, ou il va simplement essayer d'imiter des textes anciens en les mettant à sa manière. Donc ça, c'est la doctrine des anciens, et contre les anciens s'opposent les modernes, qui, eux, croient au progrès dans l'art. Ils estiment que l'art progresse exactement comme la science, par exemple, et donc, au lieu d'imiter les anciens, il faut inventer de nouvelles choses, et en particulier, il faut être original, faire des choses qui n'ont jamais été faites auparavant, et que c'est comme ça qu'on arrivera à surpasser Homère ou Virgile. Et parmi les auteurs connus des modernes, il y a Perrault. Et en fait, Perrault, c'est l'auteur des contes qu'on connaît très bien aujourd'hui, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, etc. Et ces contes de Perrault sont écrits un peu en réaction contre les fables de La Fontaine. C'est la version moderne des fables anciennes de La Fontaine. Voilà la querelle brossée à très grands traits pour le XVIIe siècle. Et ce qui va m'intéresser, c'est donc ce que devient cette querelle au XVIIIe. En fait, au XVIIIe siècle, au tout début, entre 1714 et 1716, il y a ce qu'on appelle la deuxième querelle des anciens et des modernes, et qu'on appelle la querelle de Homère, parce que tout part d'une traduction de Homère. Donc si je vous refais un peu le film des épisodes, tout commence lorsque une érudite, une très très grande traductrice du grec, spécialiste du grec ancien, Anne Dacier, traduit les deux œuvres de Homère qu'on avait vues à propos de Giraudoux au premier semestre, l'Iliade et l'Odyssée. Donc c'est des traductions vraiment exemplaires au niveau du respect de l'auteur. Les livres sortent, et à ce moment-là, un poète qui s'appelle Oudard de la Motte, bon peu importe, vous n'êtes pas obligé de retenir ce nom, s'empare de ces traductions, et en fait il va un peu les piller pour les remettre au goût du jour, c'est-à-dire qu'il va les moderniser, il va expurger des passages, il va en recomposer un peu le texte, et son argument c'est qu'il va faire un Homère moderne, un Homère pour les gens d'aujourd'hui. Évidemment, Anne Dacier est absolument scandalisée, elle trouve ça complètement fou, quoi. Non seulement on lui vole sa traduction, mais qu'en plus on prétende mettre Homère au goût du jour, comme si Homère était démodé. Et donc elle réplique avec une série de pamphlets sur la corruption du goût, un peu sur le mode tout était mieux avant, aujourd'hui c'est scandaleux, les gens n'arrivent plus à comprendre les belles choses. Voilà, donc elle attaque très violemment Oudard de la Motte, et donc les choses s'enveniment, il y a plusieurs personnes qui interviennent, chacun en disant, les uns prenant la défense de Homère, les autres en disant mais non, il faut faire du neuf. Et puis parmi ces gens qui interviennent, il y a Marivaux. Vous vous rappelez sûrement, on l'avait vu dans un des cours, Marivaux, l'auteur du Spectateur français, de La vie de Marianne, des pièces de théâtre. Et Marivaux intervient en publiant un Homère travesti, c'est-à-dire une sorte de parodie de Homère, et qui reprend d'ailleurs, qui prend la suite de Scarron au XVIIe siècle, qui avait fait un Virgile travesti. Donc Homère en fait se moque de l'auteur de l'Iliade, et l'idée c'est qu'il va un peu désacraliser
cet auteur en disant qu'il ne faut pas révérer les anciens, il faut essayer de faire des choses nouvelles. Donc ce qui est très important dans cette deuxième querelle des anciens et des modernes, c'est que peut-être pour la première fois, il y a une véritable victoire des modernes, alors qu'au XVIIe siècle, les choses étaient un peu partagées, c'était même plutôt les anciens qui tendaient à l'emporter. C'est les anciens dont on se rappelle au XVIIe siècle, La Fontaine, Boileau, etc. Donc c'est vraiment cette génération-là, la première à se sentir moderne et à affirmer sa modernité contre Homère, par exemple. Et à travers cette victoire des modernes qui ouvre le XVIIIe siècle, ça va ouvrir le champ de l'art, puisque à présent, il va plus s'agir d'imiter, mais de faire des choses originales et de renouveler un petit peu les formes esthétiques. Et donc cette liberté qui est acquise au tout début du siècle, c'est ce qui m'amène à mon deuxième point. Ça va aboutir à une sorte de crise des genres littéraires qui traversent le XVIIIe siècle. C'est vraiment un problème transversal. Si on devait le résumer, c'est qu'en gros, jusqu'au XVIIIe siècle, les genres littéraires étaient assez bien définis. Par exemple, au théâtre, il y avait la comédie et la tragédie. En poésie, il y avait l'ode, le sonnet, l'églogue, des choses comme ça. C'était un cadre assez strict et que tout le monde respectait plus ou moins. Or, au XVIIIe siècle, ce cadre va exploser de plusieurs façons. D'abord parce qu'il va y avoir une multiplication de nouveaux genres. Énormément de nouveaux genres apparaissent durant le XVIIIe siècle. On avait vu le cas du drame en théâtre, vous vous rappelez de cette séance sur Beaumarchais. Le drame, c'est un nouveau genre à côté de la tragédie et de la comédie, un genre sérieux qui essaie de mettre en scène les vertus et les familles bourgeoises. Et la même chose arrive par exemple en poésie, où il y a une apparition de la poésie scientifique. Bon voilà, il y a une sorte de renouvellement des genres durant cette période du XVIIIe siècle. Et ce qui est peut-être encore plus typique, c'est que tout au long du XVIIIe siècle, en fait, il va y avoir énormément d'œuvres qui vont être inclassables, qui ne vont pas s'inscrire dans un genre prédéfini. De manière très simple, c'est le cas de l'encyclopédie. Les textes de l'encyclopédie sont des textes littéraires, qui ont une vraie valeur littéraire. Pourtant, on ne peut pas les associer au roman, par exemple, à la poésie, au théâtre. C'est des textes qui sont hors genre. Enfin, on peut dire que c'est des notices de dictionnaire, mais ça n'a pas vraiment de... Il n'y a pas de règles prédéfinies. C'est pas un genre au sens propre du terme. Et comme ça, énormément d'auteurs vont écrire des textes qui vont un peu échapper aux catégories prédéfinies. C'est le cas du tableau de Paris de Mercier que j'avais cité. Enfin bon, on pourrait en trouver vraiment beaucoup d'exemples. Et donc finalement, tout le XVIIIe siècle va être traversé par ce doute sur la catégorie de genre littéraire. Et alors, il y a un genre qui va finir gagnant de ça, de cette période de doute, c'est le roman. Puisqu'au début du siècle, le roman c'est quelque chose de très dévalorisé. On considère que c'est un genre frivole, uniquement bon pour le lectorat féminin, c'est tout dire. Et le roman, finalement, va sortir du XVIIIe siècle extrêmement renforcé. Et au XIXe siècle, Balzac va s'en emparer et en faire véritablement un genre très très important. Donc, cette victoire du roman dans la littérature, elle s'explique en partie par la déstabilisation des genres littéraires qui advient au XVIIIe siècle. Voilà, je vais peut-être arrêter là cette expérience de cours à distance. Bon, c'était vraiment une première. Je ne sais pas si ça va être plus pratique pour vous ou pas qu'un PDF. Écrivez-moi pour me dire ce que vous en pensez, en particulier parce qu'on va faire ensuite 3 cours qui vont être beaucoup plus importants à mon sens que ceux-là. On va parler de thèmes qui restent encore énormément d'actualité et qui se comprennent très bien à travers une étude du XVIIIe siècle. On va voir le rôle des femmes, le racisme et les peuples sauvages. Donc j'aimerais bien que ce soit des cours que vous suiviez. Donc écrivez-moi ou alors intervenez sur le forum pour me dire si vous préférez cette version vidéo ou alors revenir à des PDF normales. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Non, voilà. Et écrivez-moi si vous avez des questions sur ce cours. Et puis portez-vous bien. Au revoir.